Nous en sommes maintenant à la période de questions-de-réponse orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, permettez-moi de prendre quelques instants pour souligner le retour de la vice-première ministre de son congé de maternité et aussi de féliciter la députée de Tachereau qui attend son 3e enfant. Bravo. Monsieur le Président, la crise du coronavirus est malheureusement le sujet de l'heure partout sur la planète. Comme opposition officielle, nous croyons qu'il faut travailler tous ensemble pour affronter la situation. Et en ce moment, plusieurs informations contradictoires, parfois même fausses, circulent au sein de la population. Au Québec, nous avons 4 cas confirmés, un cas qualifié de probable. Et comme le directeur national de la santé publique du Québec l'a confirmé hier, il faut néanmoins s'attendre à une hausse dans les prochaines semaines. Il faut reconnaître que l'incertitude s'est déjà bel et bien installée chez plusieurs Québécois. Monsieur le Président, le nerf de la guerre dans une telle situation, c'est de bien communiquer l'information de qualité, de rassurer la population, de promouvoir les bonnes pratiques et aussi de s'organiser. Il faut aussi faire le plein d'équipements et outiller le personnel. La santé publique doit coordonner les interventions des municipalités, des écoles, des CHSLD et des différents employeurs. Outre donc ce que la ministre de la Santé a annoncé hier, est-ce que le premier ministre peut nous expliquer les prochaines étapes de son plan de match pour protéger les Québécois? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je vais me joindre d'abord au chef de l'opposition officielle pour évidemment souhaiter la bienvenue. On est content de la revoir, notre vice-première ministre. Souhaiter aussi la députée de Tachereau et la députée de Rouyn-Noranda, une belle grossesse. Donc, Monsieur le Président, effectivement, le Québec est, comme partout dans le monde, n'a pas été épargné par le coronavirus ou COVID-19. On a, avec la ministre de la Santé et directeur de la Santé publique, on a mis en place un comité qui se réunit 2 fois par jour. On a donné des directives, même des directives auxquelles j'ai dû me plier, donc cesser de donner la main, être capable aussi de se laver, de dire à tous les Québécois, c'est important de se laver les mains à tous les jours, à toutes les heures, à toutes les minutes, si c'est possible, parce que semble, puis c'est important de le dire, ça ne se transmet pas seulement par les mains. Et je souhaiterais aussi que les Québécois portent une attention particulière aux personnes âgées et aux personnes vulnérables. On l'a vu dans certains États américains, il y a plus ou moins de décès en pourcentage du nombre de personnes infectées, selon qu'on a des résidences de personnes âgées atteintes, par exemple dans l'État de Washington, alors qu'on en a moins, par exemple, dans l'État de New York. Donc, je veux inviter tous les Québécois à être prudents, à se laver les mains et à être capables aussi d'épargner les personnes âgées. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ce qui arrive actuellement, c'est que certaines organisations sportives interdisent les poignées de main, des magasins désinfectent systématiquement les paniers, d'autres ont suspendu les voyages, invitent les employés à travailler à la maison. Tout ça est bien. Mais est-ce que le gouvernement va se fier aux initiatives individuelles et jusqu'où il va mettre en place des directives claires et réfléchies? Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je pense que ce qui est important, c'est de suivre les recommandations du Dr Arruda, qui est le directeur de la santé publique. Évidemment, il suit de très près la situation. Par exemple, pas plus tard qu'hier, il nous disait que ce n'était pas encore nécessaire d'empêcher les grands événements. Par contre, c'est possible que dans les prochains jours, il nous recommande d'annuler certains événements. C'est important aussi de savoir qu'on a un plan B, c'est-à-dire qu'on a prévu, si la situation s'empire, on s'est assuré que le réseau de la santé soit prêt. On s'est assuré aussi à ce qu'on ait des tests qui soient disponibles un peu partout. Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Vous savez, Monsieur le Président, on est d'accord, ce sont nos experts en santé publique qui doivent déterminer, par exemple, sous quelles conditions les événements peuvent se tenir ou non. On doit fournir l'information. Est-ce qu'on peut s'assurer que les organisations québécoises reçoivent des indications claires concernant
la tenue de ces événements d'envergure. Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, il y a un événement, entre autres, qui va avoir lieu bientôt de patinage artistique, un événement qui est international. Je pense que la première chose que fait le directeur de la santé publique, c'est de faire la distinction entre les événements locaux, où on a seulement des Québécois qui sont au rendez-vous, et des événements internationaux où on peut avoir des personnes qui viennent, entre autres, de pays qui sont plus infectés, qui viennent à ces événements-là. Donc, la situation est évaluée d'heure en heure par le département de la santé publique, nous fait des recommandations et on suit ces recommandations. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, on ne peut pas toujours aller cas par cas. C'est maintenant qu'on doit gérer l'approvisionnement des lingettes, de désinfectants et des masques. C'est maintenant également qu'on doit soutenir la population et surtout outiller le personnel de la santé. Et c'est maintenant qu'on doit fournir également des directives, des procédures claires dans nos écoles, nos villes, nos CHSLD et nos entreprises. À quel moment allez-vous fournir ces directives? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ces directives ont déjà été annoncées, mises à jour à plusieurs reprises par la ministre de la Santé et des Services sociaux. On a, entre autres, demandé à toutes les personnes au Québec qui ont des symptômes d'appeler le 811 avant de se rendre dans une clinique ou un hôpital. Donc, il y a des procédures qui sont mises en place. La ministre de la Santé les répète et on va continuer de le faire au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Question principale, Monsieur le député de Néligan. Monsieur le Président, le 14 février dernier, après déjà quelques jours dans le blocus ferroviaire, nos entreprises levaient le drapeau rouge pour que le gouvernement agisse. La présidente des manufacturiers exportateurs du Québec, Mme Véronique Pro, disait que c'était assez catastrophique pour les manufacturiers. Stéphane Forger de la Coop fédérée affirmait également, et je le cite, « Dans quelques cas, ce sont des produits frais qui doivent être exportés relativement rapidement ». Le 18 février, nous avons formulé une question au Premier ministre pour que de l'aide aux entreprises soit mise au pied. Le PM avait dit non. Le 20 février, et suite à notre demande pour un débat d'urgence sur cette question, le ministre de l'Économie disait « Je peux certainement affirmer que l'économie du Québec souffre du blocus présentement ». 6 jours plus tard, le 26 février, le ministre de l'Économie annonçait enfin qu'elle allait mettre une aide sur pied. Monsieur le Président, en date d'aujourd'hui, il n'y a rien. Le ministre peut-il aujourd'hui s'engager sans délai à venir en aide à nos entrepreneurs? Monsieur le ministre de l'Économie. Monsieur le Président, nous sommes totalement d'accord avec le besoin d'agir quand ça va être requis, autant au niveau du blocus qu'au niveau du coronavirus. Ce qu'on note, évidemment, c'est qu'il y a 3 impacts sur les sociétés. La première, c'est l'emploi. On a des gens qui vont probablement perdre leur emploi. Mon collègue au travail est au dossier présentement. Deuxièmement, des compagnies qui n'ont pas les intrants pour pouvoir produire, donc qui arrêtent de produire. On suit ça de très près. Et troisièmement, évidemment, les sociétés qui ne peuvent pas vendre leurs produits parce qu'il y a faute de moyens de transport ou faute de marché. Alors, au moment où on se parle, on fait l'inventaire avec le ministère de l'Économie de toutes les entreprises qui sont susceptibles d'avoir des problèmes de liquidité. Et dans les prochaines heures, nous allons annoncer un programme qui est déjà en place parce que nous avons agi dans le passé sur la question du bois d'œuvre, par exemple, ou sur la question de l'aluminium ou de l'acier. Donc, le programme est déjà en place et il va être annoncé dans les heures ou jours qui vont suivre. Première complémentaire, M. le député Néligan. Monsieur le Président, les entreprises du Québec ont payé les frais de l'incapacité du gouvernement de dénouer la problématique. Les manufacturiers exportateurs du Québec évaluent qu'ils ont eu des pertes financières importantes. 28% des entreprises ont dû diminuer leur production. L'entreprise Flexpip, une PME de Farnham, a même évalué ses pertes à plus de 200 000 $. Ça, pour une PME, c'est souvent la différence entre la survie et la fermeture. Qu'attend le gouvernement caquiste pour agir au bénéfice des PME partout au Québec? Monsieur le ministre de l'Économie. Je réitère ce que je viens de dire. Nous sommes, depuis le début du blocus, qui est maintenant terminé, nous avions entre 50 et 100 appels par jour avec des sociétés québécoises pour comprendre l'implication ou l'impact, j'aurais plutôt dire, sur les entreprises. Il n'y a pas eu à date de cas catastrophiques d'urgence, mais on sent. Le coronavirus, clairement, on l'a vu hier avec les marchés financiers. Il y a un climat d'incertitude. J'étais hier soir avec plusieurs CEO du Québec et on voit qu'il y a une réticence à vouloir investir. Donc, c'est clair que présentement, il y a un enjeu qui nous concerne beaucoup et c'est pour ça que le programme qui est déjà en place va être élargi pour pouvoir couvrir ce qui va être affecté par la pandémie. Et je pense que dans les prochaines heures, tout le monde devrait être satisfait de ce qu'on va annoncer. Une deuxième complémentaire, M. le député.
Monsieur le Président, les manufacturiers exportateurs du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec et le milieu agricole ont demandé qu'il y ait quelque chose de fait. L'inaction de la ministre du Développement économique régional nuit à la santé économique de nos entreprises en région, principalement nos PME. Oui, le plan de la ministre pour soutenir nos PME en région. Il est urgent, Monsieur le Président, qu'il prenne ses responsabilités en matière d'économie régionale. Monsieur le ministre de l'Économie. Je peux rassurer le député déléguant que non seulement ma collègue au développement économique régional, mon collègue au travail, on est en discussion étroite depuis maintenant plus de 3 semaines. Donc, je suis totalement à l'aise de dire que nous sommes à l'écoute. Il n'y a pas une société québécoise qui n'a pas accès à un des ministères. Donc, comme j'ai dit tantôt, nous allons être prêts, nous sommes prêts à agir et je pense que la population et les entreprises ont très confiance qu'on va être capable de résoudre les enjeux qui sont, on espère, circonstanciels. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. Monsieur le Président, le vol de données, c'est un véritable fléau. On a connu l'affaire Desjardins qui, à toute fin pratique, a touché l'ensemble des Québécois. Mais depuis, il n'y a pas une semaine qui passe sans une fuite de données. Au lieu de donner un mandat d'initiative élargi pour étudier les meilleures pratiques, tant dans le secteur public que privé, le ministre a préféré concocter lui-même une solution, une identité numérique, d'ici la fin de l'année 2020. Selon lui, ce serait la meilleure façon de faire, c'est-à-dire la reconnaissance faciale ou la reconnaissance vocale. Le problème, c'est qu'en ce moment, c'est le Far West dans l'industrie privée qui collecte déjà la reconnaissance vocale dans le secteur bancaire, mais aussi on a vu Bell, désormais, qui décide de faire non pas Internet en continu, mais de la reconnaissance faciale en continu pour mieux nous suivre et vendre nos données au secteur privé. Alors, en ce moment, il y a une seule chose à faire, imposer un moratoire, le temps d'étudier correctement cette nouvelle technologie. Est-ce que le ministre est prêt à le faire? Monsieur le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, d'abord, je trouve ça un peu particulier, la question de ma collègue qui dit là, qu'on est victime de vol de données récemment, parce que tous les cas qui ont été répertoriés se sont produits entre 2014 et 2018. Je veux juste lui signaler ça. Et là, je trouve ça intéressant, Monsieur le Président, parce qu'on a vécu 15 ans de cybercoma de la part du gouvernement libéral. Et aujourd'hui, là, on commence à s'éveiller à ce concept-là qu'il faut protéger les données des Québécois. Bien, nous, ça fait déjà un certain temps qu'on le sait. J'étais assis de l'autre côté, puis je demandais à plusieurs personnes qui sont assises là d'agir, ce qu'ils n'ont pas fait. Alors, qu'est-ce que nous, on a fait? Premièrement, on a procédé au programme de consolidation de nos CTI. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de sites sur lesquels on entrepose les données que d'en assurer la sécurité, la pérennité et l'efficacité, c'est à peu près impossible. Donc ça, on fait ça présentement. Deuxièmement, l'identité numérique, je veux juste signaler à ma collègue que c'est demandé par l'ensemble de la société parce que les moyens d'identifier et d'authentifier nos concitoyens, notamment le numéro d'assurance sociale, c'est hyper désuet. Donc, nous, on va amener le Québec dans la modernité. C'est exactement ce qu'on fait. Première complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. L'utilisation de la reconnaissance faciale par les corps policiers crée plusieurs enjeux majeurs. Raffiner les techniques d'enquête policière, évidemment, nous sommes tous d'accord. Mais tout démontre que la technologie n'est pas à point et cause des injustices à d'honnêtes citoyens, dont le profilage racial, les erreurs sur la personne et des atteintes à la vie privée. Les risques sont énormes et le gouvernement fait comme si tout allait bien. On comprend clairement que le ministre ne veut pas de moratoire, mais la ministre de la Sécurité publique, aussi vice-première ministre, peut-elle en décréter un? Madame la ministre de la Sécurité publique. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien, je vais saluer la députée de Vaudreuil, que je suis très heureuse de retrouver, de même que tous les collègues d'ailleurs, et sur un sujet qui est effectivement très pertinent. On sait ce qui s'est passé à Ottawa sur cette utilisation d'un logiciel à la demande du NPD et tout ça. Et c'est une question qui est effectivement, justement, très importante, une question qui touche plusieurs ministères, dont le mien, dont la justice, dont la protection des données personnelles, dont la sécurité de l'information aussi. Alors, on travaille tous de concert, d'où le fait qu'on était plusieurs à vouloir se lever pour répondre. Donc, et c'est aussi un sujet qu'on va aborder dans le cadre de la consultation, dont vous savez qu'elle est en cours à la suite du dépôt de mon livre vert en décembre dernier. Cette consultation se déroule et c'est un sujet qu'on abordera dans le cadre de la consultation. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil.
Alors, pendant que les villes de partout en Amérique du Nord mettent les freins sur le système de reconnaissance faciale, le temps d'encadrer le tout, nous, ici, au Québec, nous avons la Sûreté du Québec qui lance un appel d'offres pour acquérir un logiciel et la Police de Montréal qui refuse toujours de dire si elle utilise ce type de logiciel. La protection d'honnêtes citoyens et de leur vie privée, c'est la responsabilité de la ministre. S'engage-t-elle à décréter un moratoire, oui ou non? Madame la ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, je pense qu'il faut tout d'abord commencer par rassurer la population. Présentement, il y a 3 lois au Québec qui encadrent le recours à la biométrie. OK? La loi sur l'accès, la loi sur le privé et la loi qui concerne le cadre juridique des technologies de l'information, qui a justement des mesures particulières concernant l'accumulation de données biométriques. Donc, il y a présentement une protection. Nous allons présenter dans les prochaines semaines un projet de loi sur la protection des renseignements personnels, parce que les données biométriques, il faut le dire, ce sont des renseignements personnels d'abord et avant tout, qui vont venir renforcer les actions de la Commission d'accès à l'information. Présentement, les projets de reconnaissance faciale sont soumis à un examen de la Commission d'accès à l'information. Alors, laissons-la faire le travail. Question principale, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Hier, le prix du pétrole a connu sa pire chute depuis 1991. Ça a entraîné les marchés dans un crash historique. On dit souvent que la bourse, c'est comme le yo-yo, mais hier, c'est qui souignait le yo-yo en question dans tous les sens, Monsieur le Président? Bien, c'est encore le cartel du pétrole, l'Arabie saoudite en tête. Et ce qui est un problème, c'est que les Québécois risquent encore de payer le prix de ces combats de coq. Parce qu'aux dernières nouvelles, la Caisse de dépôt de placement du Québec détient plus de 15 milliards de dollars dans le pétrole, le gaz et le charbon. Continuer à investir dans le pétrole, c'est pas juste donc irresponsable sur le plan environnemental, c'est aussi laisser le cartel du pétrole jouer au yo-yo avec le bas de laine des Québécois. Le crash d'hier démontre, s'il fallait encore le démontrer, que le risque d'investir dans les énergies fossiles n'en vaut plus la chandelle. Est-ce que le président du Conseil du Trésor va enfin demander à la Caisse de dépôt de placement du Québec de désinvestir progressivement, mais maintenant, des hydrocarbures? Monsieur le ministre de l'Économie. Écoutez, Monsieur le Président, je vais parler au nom de mon collègue ministre des Finances, qui est responsable pour la Caisse de dépôt. Tout ce que je peux dire, c'est que le nouveau président de la Caisse de dépôt, M. Hémon, est parfaitement conscient des enjeux que tous les investisseurs institutionnels dans le monde font face, à savoir dans quelle énergie de transition ils vont investir. Et il nous a promis qu'il était pour se pencher sur la question et d'avoir une politique qui serait mise à jour. Donc, on va faire le message et on va rester à l'écoute des enjeux de la Caisse de dépôt qui doit, en même temps, avoir des rendements, mais en même temps être environnementalement responsable. Alors, je pense qu'on est heureux de voir l'approche qu'ils prennent et laissons au président de la Caisse avec ses recommandations. Première complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je ne pense pas que ce qu'on demande au gouvernement, c'est de passer le message. Ce qu'on demande au gouvernement qui prétend faire aujourd'hui même avec son budget un tournant environnemental, c'est d'avoir le leadership nécessaire. On ne leur demande même pas de sauver la planète, mais un gouvernement où il y a autant de banquiers devrait au moins comprendre le risque financier que ça représente de continuer à investir dans les hydrocarbures. Warren Buffett l'a compris avec GNL Québec, BlackRock l'a compris avec le charbon. Est-ce que le gouvernement va protéger l'épargne des Québécois? C'est sa responsabilité et demander à la Caisse de dépôt de sortir. Monsieur le ministre, Monsieur le leader du gouvernement. Oui, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis heureux que le leader du deuxième groupe d'opposition reconnaisse que dans le cadre du budget que mon collègue des Finances déposera dans à peine 1h20, il reconnaît les avancées environnementales que nous faisons et le choix d'avoir une économie verte, Monsieur le Président. Et merci. Ça, c'est un choix courageux que nous faisons et nous sommes heureux que Québec solidaire appuie cette mesure et reconnaisse que la CAQ mettra les investissements nécessaires pour s'assurer que notre économie progresse, qu'elle puisse continuer à croître tout en s'assurant de faire plus pour l'environnement, Monsieur le Président. Et en ce sens-là, la Caisse de dépôt est un organisme qui est indépendant, Monsieur le Président, et oui, elle gère le bas de laine des Québécois. Il faut s'assurer qu'elle puisse progresser, qu'elle puisse croître également, tout en s'assurant du respect de l'environnement. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Très intéressante dissertation de la part du leader du gouvernement. C'est juste dommage qu'il n'ait pas parlé du sujet de ma question, c'est-à-dire le désinvestissement de la Caisse de dépôt de placement du Québec dans les hydrocarbures. Quand on a questionné le premier ministre l'autre fois sur les exigences de contenu local, il nous dirait qu'il serait fort et qu'il exigerait de la Caisse de dépôt de placement qu'il y ait du contenu local dans ses contrats d'infrastructure. Pourquoi il n'y a pas l'ombre de la moitié de 1% de cette fermeté-là quand vient le temps de demander de désinvestir des hydrocarbures? Monsieur le leader du gouvernement.
Monsieur le Président, c'est très clair que le président de la Caisse de dépôt regarde les options qui s'offrent à lui. Il doit faire une gestion responsable également du bas de laine des Québécois. Et ça, Monsieur le Président, je pense que les Québécois s'attendent à cela. Il y a des investissements qui sont faits actuellement. La Caisse de dépôt va investir également dans plusieurs autres formes d'investissement aussi. Le député de Gouin le sait très bien. Donc, les placements migrent parfois selon les différents cycles et il y a des orientations qui sont prises par la Caisse de dépôt afin de s'assurer d'avoir une pérennité au niveau des caisses de retraite. Il faut comprendre que la stabilité du bas de laine des Québécois est extrêmement importante, Monsieur le Président, et je suis convaincu que le président de la Caisse de dépôt écoute nos débats et entend les commentaires du député de Gouin. Question principale, Monsieur le député de Rimouski. J'aimerais souligner la présence dans les tribunes d'intervenants de Rimouski, d'élus et d'intervenants, de patients, de cardiologues qui sont dans nos tribunes. L'hémodynamie est une technique permettant de débloquer les artères du cœur en cas d'infarctus, donc de limiter des dommages. Chaque année, plus de 1400 patients de l'Est du Québec ont recours à ce type de soins. Pour ce faire, ils doivent se rendre à Québec. Certains trop instables décèdent lors du transfert. D'autres vivront avec des séquelles permanentes en raison du délai d'intervention. Vous savez ce que ça veut dire, la centralisation? Accès à l'hémodynamie, c'est ici, en plein centre. Tout l'Est du Québec, on n'a rien. C'est ça, la centralisation. Je sais la résistance au ministère de vouloir toujours garder en plein centre et pas donner de services dans les régions. On nous dit que c'est la science, c'est la science qui dit qu'il faut garder ça dans le centre. Bien, ici, j'ai une lettre des médecins qui réfutent, de chez nous, qui réfutent cette affaire-là. J'ai les élus du bas du fleuve et toute la Gaspésie qui réfutent cette affaire-là. Je dépose ces deux lettres. Je demande à la ministre, est-ce qu'elle peut convenir que ça n'a pas de sens, que tout l'Est du Québec, on n'a pas accès à un service de proximité qui peut sauver des vies à des gens qui ont des problèmes de cœur? Consentement pour le dépôt des documents. Consentement, Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président. D'abord, on est très sensible à la demande de la communauté, du député, évidemment. Et je me suis d'ailleurs moi-même rendue dans la région. J'ai rencontré les personnes impliquées dans cette demande, les citoyens et les membres de l'équipe médicale avec le député présent, mon collègue. Et il fallait faire une analyse très serrée, très approfondie. D'ailleurs, nous avons pris beaucoup de temps pour le faire, pour vraiment tourner toutes les pierres. Et il faut s'assurer, évidemment, de la qualité du service. Et on a des indicateurs très importants dont il faut tenir compte. Par exemple, la situation actuelle, la moyenne québécoise de taux de mortalité, infarctus, est de 5,5 % au Québec. La moyenne canadienne est à 6,1 %. Pour les patients du Bas-Saint-Laurent, elle est à 5 %. Et c'est dans la situation actuelle. Donc, les patients qui le requièrent, qui ont besoin d'interventions plus spécialisées, vont à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Mais évidemment, il y a beaucoup de patients qui sont desservis à Rimouski. Première complémentaire, Monsieur le député de Rimouski. Là, on commence à être à bout. Ça fait longtemps. C'est un dossier qui est suivi depuis 20 ans. Là, on veut savoir si oui ou c'est non. Puis ce qu'on sent, c'est que toute la question par rapport à la science, les gens à Rimouski, dans la région, on a ce qu'il faut pour offrir le service. On vous l'a démontré je ne sais pas combien de fois. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire de plus? C'est une question d'occupation de notre territoire. C'est une question de prendre soin de notre monde dans les régions du Québec. Et c'est ça, on ne peut pas croire qu'il faut absolument que les gens de tout l'Est du Québec aillent à Québec pour faire en sorte que ça fonctionne. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, je veux assurer mon collègue que cette évaluation-là a été faite vraiment de façon très rigoureuse. Par exemple, il faut qu'il y ait un centre à proximité qui fasse de la chirurgie cardiaque quand on implante de l'hémodynamie, ce qui n'est pas le cas à Rimouski. Autre chose aussi, c'est que, après vérification, il apparaît que la région de la Gaspésie et de la Madeleine ne souhaite pas que ces services, ou enfin souhaite que ces services soient maintenus à l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Mais la raison principale, Monsieur le Président, c'est la qualité du service. La qualité. Parce que moi-même, je suis pour les services de proximité, mais pas aux dépens de la qualité. Deuxième complémentaire, Monsieur le député.
Je dis ce midi qu'on avait besoin du volume des gens de l'Est du Québec pour faire en sorte d'offrir le service à Québec. Ça n'a pas de bon sens que nous autres, on serve à offrir le service à Québec. On va avoir un service de proximité. Les gens savent que j'allais poser la question aujourd'hui. Je ne me suis pas caché. Ça fait une semaine qu'on fait aller l'affaire. Là, j'entends les téléphones de Québec au 6 dans le bas du fleuve, vers Gaspésie, pour leur dire non. Là, dites à votre monde que ça n'a pas de sens d'avoir un service à Rimouski, qu'on va mettre du monde, des vies en danger si on va à Rimouski. Moi, je vous demande d'arrêter tout ça, de s'asseoir avec notre monde pour avoir un processus pour faire en sorte qu'on arrive à une salle d'hémodynamie. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, on n'a pas ménagé nos efforts pour vraiment avoir un dialogue avec les gens de Rimouski. D'ailleurs, notre sous-ministre adjointe aux Affaires hospitalières et universitaires a eu une longue conversation avec les gens de Rimouski, avec l'établissement, les médecins, pour vraiment bien expliquer l'évaluation qui a été faite, notamment par notre Institut national d'excellence en santé, Monsieur le Président. Et c'est des données probantes. Évidemment, on ne peut pas faire fi de la science et il faut s'assurer de la qualité de service. Quand on parle de taux de mortalité, c'est très important d'en tenir compte, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Maurice Richard. Merci, Monsieur le Président. Dans quelques minutes, après cette période de questions, se tiendra le débat sur le rapport sur les pesticides. Un travail colossal a été fait lors des consultations. Nous avons reçu plus de 75 mémoires et plus de 750 recommandations. Nous avons même traversé l'Atlantique pour étudier les meilleures pratiques en France et en Belgique. Pourtant, Monsieur le Président, est-ce que le rapport est digne du travail qui a été effectué? La réponse est non. Après des travaux parlementaires qui ont été excessivement difficiles, notamment, puis je le dis en toute bonne foi, Monsieur le Président, par l'action des députés de la banquette gouvernementale, on a été incapable de livrer un rapport avec des recommandations fortes. Durant les consultations, M. Giard et Chouinard, qui sont des agriculteurs, et des agronomes, qui sont tous deux atteints de la maladie de Parkinson, sont venus nous livrer un vibrant plaidoyer sur le fait que leur maladie n'est pas reconnue comme une maladie professionnelle, avec toutes les conséquences économiques que ça peut engendrer. Le ministre de l'Agriculture a dit qu'il s'inspirait du rapport. J'espère qu'il fera mieux. Peut-il répondre au cri du cœur de M. Giard et Chouinard? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, bien heureux de la question de ma collègue de Maurice Richard. D'abord et avant tout, lui rappeler que toute la question de l'utilisation judicieuse des pesticides, c'est quelque chose qui interpelle notre gouvernement profondément, puis qui m'interpelle profondément. Puis c'est pour cette raison qu'on a lancé la commission de la CAPERN sur l'utilisation des pesticides. Ceci étant dit, il y a un travail très, très sérieux qui a été fait. Il y a 75 mémoires qui ont été déposées. Il y a 28 ou 29 groupes qui ont été entendus en commission parlementaire. Et au fil des mois, là, je peux vous assurer d'une chose, c'est qu'au ministère, on a pris connaissance de tous les mémoires qui ont été déposées, de tout ce qui a pu être exprimé en commission. Et puis, une chose qui est certaine, Monsieur le Président, c'est que peu importe la façon dont mes collègues de la commission ont pu s'entendre, la forme qu'ils ont pu décider de donner pour conclure leurs travaux, je veux simplement vous rassurer, Monsieur le Président, que tout ce qui a été dit a été bien noté et je peux vous assurer que j'ai annoncé qu'on allait présenter bientôt un plan d'agriculture durable et que ce plan-là, Monsieur le Président, va certainement prendre en compte les meilleures suggestions qui ont été présentées lors de la commission. Première complémentaire, Madame la députée de Maurice Richard. Monsieur le Président, j'entends les belles paroles du ministre, mais à moins qu'il m'informe que c'est lui qui va réformer la loi sur les maladies professionnelles, je pense qu'encore c'est son collègue derrière, donc qui a annoncé il y a plus de 10 mois, en juin l'année dernière, qu'il allait le faire. Moi, j'aimerais ça vous rappeler, Monsieur le Président, qu'il y a près de 400 agriculteurs au Québec qui souffrent de la maladie de Parkinson, qu'il y a des conséquences économiques, qui ne peuvent pas travailler, qui attendent une réponse maintenant. La situation, elle est urgente. Ils veulent que la maladie soit reconnue. Ils veulent une compensation. Est-ce que le ministre peut s'engager à déposer son projet de loi d'ici la fin de la session? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, on est à faire une réflexion, à la compléter sur une modernisation des deux lois qui nous gouvernent en matière de santé et sécurité. Et ça s'en vient. Évidemment, la maladie de Parkinson fait l'objet d'études qui démontrent parfois un lien de causalité entre l'utilisation des pesticides et cette maladie qui est quand même assez importante. Il est toujours possible à quelqu'un, un travailleur, un agriculteur, de présenter une réclamation à la Commission des normes santé et sécurité du travail et d'établir un lien de causalité entre la maladie et l'utilisation des pesticides ou de faire la démonstration que c'est caractéristique de son travail ou relié au risque de son travail. Merci, M. Deuxième complémentaire, Madame la députée.
Monsieur le Président, le ministre nous a fait exactement la même réponse le 15 juin 2019 en cette Chambre. Je comprends que sa réflexion, elle est longue, là, mais il faudrait qu'il agisse, il faudrait qu'il prenne une décision. Il y a des conséquences économiques pour des gens qui sont directement atteints. Et je ne sais pas ce que je dois croire de ce qui m'est dit présentement par le ministre quand ses propres collègues, les députés, ont refusé d'aller de l'avant dans leur rapport et ont refusé de reconnaître la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle pour les agriculteurs. Et je trouve ça déplorable ce que j'entends aujourd'hui, sachant qu'encore Monsieur le ministre, je vais vous demander d'être prudent dans vos propos également, de faire passer vos idées en fonction des mots qui sont toujours respectueux ici. Vous savez comment ça fonctionne. Monsieur le ministre de l'Emploi, vous avez la parole pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Un petit rappel historique à ma collègue. La loi Santé-Sécurité date de 1979. La loi sur les accidents de travail date de 1985. Il n'y a pas eu de réforme majeure. Il n'y a pas eu de correction substantielle. Les maladies professionnelles présumées qui sont dans la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles sont demeurées les mêmes depuis cette époque-là. C'est la raison pour laquelle cette modernisation s'impose. On est là depuis 1 an et quelques mois. On va déposer un projet de loi incessamment. Soyez attentifs et on va répondre à vos interrogations. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Merci, Monsieur le Président. La crise du logement frappe partout au Québec. Aujourd'hui même, à Gatineau, on apprend que des dizaines de familles se retrouvent sans logis permanent. Dernièrement, j'ai visité des locataires du quartier Parc Extension à Montréal avec la ministre de l'Habitation. Elle a rencontré des familles menacées de rénoviction par des spéculateurs immobiliers, un phénomène qui prend une ampleur sans précédent. L'année dernière, la CAQ a construit seulement 835 logements sociaux. Pourtant, elle avait promis de livrer les 15 000 logements approuvés par les libéraux. 835 sur 15 000, c'est une goutte dans un océan. Le Québec a besoin d'une intervention forte de l'État pour résoudre la crise et assurer un toit décent aux familles québécoises. Est-ce que la ministre peut annoncer aux milliers de mal logés au Québec que le budget d'aujourd'hui permettra de construire au moins 5 000 logements sociaux dès cette année? La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Oui, merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue d'apprécier justement et de dire que, oui, on est allé visiter des familles qui étaient aux prises avec le problème de reprise de logement. Maintenant, je peux le dire tout de suite aujourd'hui à tout le monde tous les gens qui sont ici, que les familles sont relogées. On a communiqué avec votre bureau ce matin, d'ailleurs. Alors, le travail est très, très proactif parce que c'est bien parce que je suis allée, oui, visiter les familles, je suis allée sur le terrain. Je suis toujours sur le terrain, d'ailleurs, pour les familles qui ont besoin d'habitation, comme celles qui se croient évincées. Alors, évidemment, dans toutes les statistiques de la Régie du logement, qui sera maintenant le tribunal administratif du logement, nous prenons en compte les familles qui se sentent évincées. Elles peuvent faire une demande à la Régie du logement et les demandes sont en urgence. Comme vous pouvez le voir, tout de suite, on a déjà relogé des familles qui ont fait des demandes le 21 février. Alors, vraiment, on est proactif. Puis, soyez pas inquiets. Notre but, c'est de donner les loyers qui ont été promis dans le passé, les 15 000 logements qui n'ont pas été livrés. Et nous allons les livrer, Monsieur le Président, avec plaisir. Première complémentaire, Monsieur le député. Merci la ministre d'avoir réglé le problème de quelques familles, mais il s'agit des centaines de milliers de familles dont on parle. Toutes les provinces du Canada ont reçu des milliards de dollars du gouvernement fédéral pour financer le logement social. Cet argent-là appartient aux Québécois. Pourtant, les mal logés du Québec attendent toujours cet argent. La ministre peut-elle nous assurer que l'argent du fédéral va servir à construire de nouvelles unités de logement social et non pas simplement à payer pour les 15 000 unités de logement déjà promises? Madame la ministre de l'Habitation. Oui, je remercie mon collègue. Maintenant, je peux dire que les négociations vont quand même très, très bien avec le gouvernement fédéral et la stratégie du logement. Bien entendu, on a travaillé depuis 1 an et demi. Pour justement essayer d'avoir une bonne négociation avec le gouvernement fédéral. Bientôt, on aura des annonces à faire. Vous ne serez pas déçus non plus. Maintenant, vous comprendrez que dans toute cette négociation-là, quand vous parlez de la stratégie fédérale du logement, il faut reconnaître la compétence provinciale, ce qui est essentiel pour notre gouvernement. Alors oui, les mesures sont prises, les négociations vont très bien. Il y a encore des rencontres cette semaine. Je peux vous le dire, il y aura des annonces. Maintenant, je crois
crois qu'en 1 an et demi, on va livrer depuis très, très longtemps ce qui aurait dû être livré. On va le faire. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Sherbrooke. Il y a des dizaines de milliers de femmes actuellement qui vivent avec un conjoint violent et qui ont peur d'être la prochaine sur la liste des féminicides. Elles savent qu'elles sont en danger, mais elles ont peur de se retrouver à la rue si elles partent parce qu'elles ne réussissent pas à se trouver un logement abordable pour se mettre en sécurité avec leurs enfants. Et pour soutenir ces femmes-là, on ne peut pas seulement créer plus de places en maison d'hébergement, il faut aussi les aider à se reloger à un coût abordable. Si je présentais ces femmes-là à la ministre, est-ce qu'elle comprendrait mieux l'urgence d'investir massivement dans le logement social partout au Québec? Madame la ministre de la Condition féminine. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, toute la situation des violences conjugales a fait l'objet de beaucoup de couverture médiatique dans les derniers temps. Le premier ministre m'a donné un mandat de coordonner de meilleure façon l'action que nous mettons en place pour justement contrer ces luttes, pour contrer la violence conjugale. Nous aurons un budget qui sera déposé tout à l'heure où les efforts que nous avons faits, des efforts de concertation immenses que nous avons faits avec l'habitation, avec la sécurité publique, avec la santé, avec la justice, avec le travail, avec la famille. En fait, les différents ministres qui interviennent dans ce dossier, nous avons travaillé très fort pour sécuriser les femmes. Question principale, Monsieur le député de Darcy McGee. Monsieur le Président, en gestion de crise, le leadership se démarque par les liens de confiance qu'on aurait bâtis, les gestes concrets qu'on aurait posés, les connaissances profondes qu'on aurait acquises. Le silence quasi total de la ministre responsable des Affaires autochtones depuis les 6 dernières semaines est très révélateur à ce sujet. La ministre s'explique ainsi, et je la cite, « Quand on a un dossier où on parle d'économie du transport, ça doit être porté par le premier ministre. Ça ne veut pas dire que, parce que je n'étais pas devant les caméras, que je ne travaillais pas. » Le leadership. Vous êtes devant les caméras maintenant, Madame la ministre. Après les Wet'suwet'en, il y a des enjeux énormes auxquels vous devez faire face de nation à nation avec nos partenaires autochtones. Où étiez-vous? Où êtes-vous, Madame la ministre? C'est les leaders autochtones qui vous posent la question. Je demande de toujours vous adresser à la présidence, Madame la ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Où est-ce que j'étais? J'étais derrière mon bureau avec mon téléphone, puis je parlais aux gens. Si le député de Darcy McGee trouve que pour avoir du leadership, il faut être devant les Kodak, moi, c'est pas mon avis. C'est un dossier auquel il y a eu plusieurs ministères qui ont été interpellés. Naturellement, le ministère des Affaires autochtones, il y a eu le ministère du Transport, le ministère de l'Économie. Et donc, quand ça touche plusieurs ministères et qu'en plus, le problème n'est pas au Québec, mais il est en Colombie-Britannique, il reste qu'il faut qu'on ait un leadership au niveau provincial et c'est le premier ministre qui doit prendre ce dossier. S'il ne l'avait pas pris, je suis convaincue que l'on dirait que le premier ministre n'a pas eu de leadership. Là, maintenant, c'est moi qui n'ai pas eu de leadership parce que ce n'était pas moi qui étais devant les caméras. Bon. Si on peut penser que je n'étais pas présente devant les caméras, je peux vous assurer que j'étais derrière mon bureau, que j'étais sur le terrain, que j'ai téléphoné à des gens, que j'étais en contact avec des gens et mon travail a été fait. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire. Pas de sifflement, s'il vous plaît, et pas de commentaires. Question-réponse, à vous la parole. Monsieur le député de Darcy McGee, première complémentaire. Au téléphone avec qui? Selon le porte-parole du grand chef Joe Norton de Ganawaki, elle ne nous a pas contactés du tout. Elle n'a joué aucun rôle dans ce qui est arrivé ici. Le grand chef Ghislain Picard, elle fait les engagements légers, mais pour tout ce qui semble se corser ou nécessiter un positionnement politique, elle s'en dégage. Comment est-ce que la ministre va-t-elle maintenant rétablir la confiance entre elle Madame et la les leaders ministre, autochtones? responsable des Affaires autochtones, la parole n'appartient qu'à vous. Monsieur le Président, j'étais en contact avec plusieurs personnes. La personne que le député de Darcy McGee semble nous présenter, c'est une dame dont je ne connais pas le nom et effectivement, je ne lui ai pas parlé à elle, mais j'ai parlé à d'autres personnes. On parle toujours de Kanawake, mais il y a eu aussi des blocus à Kanesatake, il y a eu des blocus à Wemantashi, il y a eu des blocus à Listigouche.
Alors, il aurait peut-être fallu que le député de Darcy-McGee prenne des informations aussi à d'autres endroits et qui parle à certaines personnes qui m'ont parlé. Et j'ai aussi parlé aussi à Mark Miller tous les jours jusqu'aux petites heures du matin pour essayer de trouver une solution. J'entends des commentaires. Je ne le souhaite pas, ni non plus des sifflements, je vous l'ai dit il y a 2 instants, mais des commentaires. La parole n'appartient qu'à vous, Monsieur le député, pour votre complémentaire. Monsieur le Président, à mon avis, on va passer à l'action. Le grand chef Picard l'a dit, il faudrait maintenant rétablir les ponts. Ça commence, par la suite du report vient et le rattrapage énorme à faire sur les disponibilités des services publics de qualité aux communautés autochtones. La ministre responsable a-t-elle convaincu son collègue des Finances d'inclure des gestes tangibles et urgents dans son budget d'aujourd'hui pour assurer une réponse concrète, consensuelle et compassionnée au rapport? Madame la ministre responsable des Affaires autochtones. Monsieur le Président, on a eu des blocus ferroviaires et cette situation-là, eh bien, c'est le gouvernement fédéral qui a eu... en fait, cette situation-là émane d'un laxisme depuis 30 ans, depuis la crise d'Oka. Depuis 30 ans, il ne s'est rien passé. Et maintenant, il faut régler la situation. Donc, je suis en constante communication avec mon vis-à-vis au fédéral et je peux rassurer le collègue que cette question va être soulevée. Naturellement, on a 2 rapports. Je n'ai pas attendu le blocus ferroviaire pour commencer à travailler sur les 2 rapports. Ça fait déjà plusieurs mois et il était invité et Question présent. principale. Madame la députée de Westmount-Saint-Louis, à vous la parole. Monsieur le Président, dimanche dernier, un peu partout dans le monde, on célébrait la Journée internationale des droits de la femme. Au même moment, au Québec, des milliers de femmes, des entrepreneurs, des responsables de services éducatifs étaient réunis afin d'étudier la dernière offre du gouvernement. Un réseau composé de 99% des femmes, le gouvernement leur offre 12 et 48 $. C'est 6 cents de plus qu'avant, c'est moins que le salaire minimum. Ça, c'est l'offre finale du gouvernement. La réponse était sans appel. Le 1er avril, 10 000 responsables de services éducatifs tomberont en grève générale illimitée, le seul recours possible. Le 1er avril, c'est demain, Monsieur le Président, 60 000 enfants se retrouveront sans service de garde. Peut-il s'assurer de façon plus sérieuse que le gouvernement reconnaisse la juste valeur de ces femmes? Monsieur le ministre de la Famille. Merci beaucoup, Monsieur le Président. D'emblée, je peux tout de suite vous dire qu'on reconnaît le travail exceptionnel des éducatrices en milieu familial qui font un travail important, qui font un travail qui est essentiel. Elles le font bien. Et quand je dis qu'on a besoin d'elles, c'est qu'il y a des dizaines de milliers de tout-petits qui fréquentent ces garderies en milieu familial un peu partout au Québec. Maintenant, évidemment que je ne négocierai pas sur la place publique, évidemment que je ne m'épancherai pas sur les négociations ici ce matin. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un travail qui se fait à la table de négociation. Oui, mais il y a tout le travail aussi qu'on peut faire en parallèle. Ça fait des années que les éducatrices en milieu familial nous demandent d'alléger le fardeau qui leur est imposé en milieu familial notamment. Et là, je vois l'ancienne ministre de la Famille, l'autre côté, qui joue du violon. Mais si elle avait écouté à ce moment-là, si elle avait écouté les demandes des responsables de services de garde en milieu familial, on ne serait peut-être pas à l'endroit où on se trouve aujourd'hui. On va réduire le fardeau administratif qui est imposé à ces entrepreneurs, vous avez raison, qui ne sont pas rémunérés à l'heure, il faut le rappeler. On va continuer la négociation à la table parce que ce qu'on veut, c'est leur donner évidemment de bonnes conditions et s'assurer que les tout-petits puissent développer leur plein potentiel. En terminant, première complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. 6 cents de l'heure, Monsieur le Président, 6 cents de l'heure. Ils disent que c'est 2 morceaux de gomme. C'est ça la reconnaissance qu'ils méritent, ces femmes-là. Est-ce que c'est tout ce qu'on a à proposer à ces entrepreneurs? Le 1er avril, je répète, c'est demain. Monsieur le Président, un enfant sans service de garde, c'est un parent absent du travail. Est-ce que le gouvernement y a pensé à ça et qu'est-ce qu'ils vont faire pour agir pour aider ces familles maintenant? Le 1er avril, c'est demain. Monsieur le ministre de la Famille. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je continue en disant que ce qu'il faut faire, évidemment, c'est de continuer la négociation. Il y a une négociation qui se passe et moi, je vous signale que les offres salariales ont été déposées en décembre dernier. Donc, si vous me demandez ce que je pense d'une grève, je pense personnellement que c'est un peu tôt pour faire la grève. Je pense que le meilleur endroit où on doit avoir des discussions, c'est à la table de négociation et que la conciliation famille-travail des parents, elle est déjà assez difficile.
Elle est déjà assez difficile et on ne doit pas en ajouter encore plus sur leurs épaules. Maintenant, au-delà de la table de négociation, je vous rappelle que ce sont des travailleuses autonomes, donc qui ne sont pas payés à l'heure, mais qui sont des travailleuses autonomes. Et ce qu'on doit faire, c'est surtout alléger tout le fardeau qu'on leur impose. On travaille là-dessus. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. C'est des négociations qui durent depuis 1 an, puis pendant il est en train de négocier ailleurs, j'espère que le ministre va prendre en conséquence que lui-même a fait une déclaration un peu étonnante. Il a dit, au Québec, les femmes et les hommes sont égaux. On s'attend tout là-dessus. Déclaration contredite une semaine plus tard par sa collègue, la ministre de la Condition féminine, qui affirmait, et je la cite, « L'actualité nous rappelle que l'égalité de fait est encore loin d'être atteinte. Il reste encore du travail à faire. » Je répète, ça fait plus Monsieur le ministre de la Famille. Oui, Monsieur le Président, il reste du travail à faire. Et vous savez quoi? C'est justement parce qu'au Québec, on s'entend tous pour dire que les hommes et les femmes sont égaux, qu'il faut travailler pour réduire les écarts, qu'il faut travailler pour que les iniquités n'existent plus dans quelques années, parce que justement, on s'entend pour dire que les hommes et les femmes sont égaux, donc il faut travailler à réduire ces iniquités. Maintenant, laissons les négociations de côté et parlons de ce qu'on peut faire pour les éducatrices en milieu familial. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur simplifier la vie? Est-ce que de leur faire remplir 8 formulaires pour faire la même chose, c'est les aider? La réponse, c'est non. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour alléger le fardeau administratif, législatif, réglementaire qui leur est imposé? On travaille là-dessus. On a toute une liste d'allégements qui est proposée. Elle nous le demande et puis on est au rendez-vous pour ça. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Merci à tous.